Merci beaucoup pour votre invitation, merci pour ces mots de présentation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis professeur à Sciences Po, comme il a été dit, et j'ai l'impression d'y être, puisque ce sont à peu près les mêmes générations auxquelles je fais cours. Maintenant, on nous en dit plus, mais c'est un âge où ça se voit peu. Par contre, les émissions qui ont été citées par Mme Agnès Lyon sont probablement des émissions que vous ne regardez pas. Bon, très bien. J'ai souvent cette expérience de personnes qui me parlent d'émissions auxquelles on est appelé à participer. Et il y a des effets de génération qui sont très puissants. Et c'est une des questions qui se posent quand on réfléchit à ce qu'est l'Union européenne. C'est la question présente. Ce n'est pas une question qu'on pourrait se poser toujours. Elle se pose depuis quelques années. Elle est particulièrement prégnante. Je pense qu'il y a une certaine gravité à se poser la question. Il y a une réalité historique très particulière. Il n'est pas certain que l'Union européenne survive aux troubles qu'elle rencontre depuis quelques années. Le monde est bouleversé, vous le savez bien. C'est plein de promesses heureuses et de très belles nouvelles qui sans doute reviendront, mais aussi des menaces et des risques importants, peut-être plus pour les Européens, non seulement l'Union européenne mais les Européens. Nous avons, nous les Européens, enfin les anciens, nos aïeux, ont bâti une organisation politique que nous appelons l'Union européenne, qui, comme vous le savez, je crois, est unique dans l'histoire et encore aujourd'hui unique au monde, et qui est un système de coopération particulièrement étroite entre des États-nations qui conservent leur souveraineté. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier de toutes ces notions, je ne veux pas non plus vous lasser avec trop de considérations sur ces aspects théoriques, mais c'est une très grande bizarrerie en réalité que cette Union européenne, puisqu'elle amène à coopérer de façon très intime, parfois même en se substituant à la volonté de ses membres, à la volonté des États membres. Elle amène à coopérer des nations qui gardent leur souveraineté, qui sont donc, en tant que nations souveraines, des acteurs indépendants, autonomes de leur histoire. Si je prends un exemple qui concerne 19 des 27, puisque j'ai retiré le Royaume-Uni de ma liste des pays de l'Union, mais je ne sais pas si j'ai raison en fait. Je pourrais dire 27 et demi, ou 27 peut-être, 28 peut-être, je ne sais pas bien. Je ne sais pas si vous suivez ce feuilleton tout à fait spectaculaire. Mais enfin, sur les 27, je ne sais pas, enfin, les Britanniques ont exprimé le désir de quitter l'Union, en tout cas, même s'ils peinent à le concrétiser. Sur les 27 États membres, 19 sont membres de la zone euro, vous savez cela. Cela veut dire que 19 des pays de l'Union européenne possèdent la même monnaie. Et pour vous, et je dis ça de plus en plus souvent parce que c'est un aspect des changements qui se produisent aujourd'hui, pour vous, parce qu'il y a un effet de génération, ça n'est pas un objet singulier, ça. Il y a chez vous, et c'est normal, hein, une naturalité. Hein, vous êtes de la génération de l'euro, et il y a quelque chose de naturel à avoir une monnaie européenne. C'est un événement qui ne s'est jamais produit dans l'histoire, que des nations, comptons les 19 d'aujourd'hui, que des nations librement, spontanément, sans céder à aucune pression, ni directe ni indirecte, décident de renoncer à leur monnaie nationale pour avoir une monnaie commune. C'est ce qui s'est passé avec la création de l'euro, qui est donc un exemple d'une coopération particulièrement étroite entre les États membres, pas tous, mais une partie, 19 des 27, où finalement on ne sait plus très bien si les États sont encore vraiment souverains ou ne le sont plus. Et sans doute que les Européens, nous avons inventé, et c'est une très grande innovation, nous avons inventé dans l'histoire une forme hybride qui sont des États associés librement, c'est ça qui est la clé, hein, librement, pour former une entité plus vaste, dotée de certaines prérogatives, de certaines capacités
de certains pouvoirs qui sont généralement les prérogatives, les capacités, les pouvoirs de l'État-nation. L'Europe, ce n'est pas un État, mais il y a une monnaie, c'est l'euro. L'Europe, ce n'est pas un État, mais il y a des frontières, c'est des frontières communes. L'Europe, ce n'est pas un État, mais il y a un gouvernement. C'est la Commission européenne, c'est le Conseil. L'Europe, ce n'est pas un État, mais il y a un Parlement. Le Parlement européen. Et là aussi, c'est quelque chose de tout à fait inouï. Si on s'intéresse à l'histoire, peut-être un jour, ça vous intéressera-t-il davantage qu'aujourd'hui, ou professionnellement, je veux dire, je ne sais pas. En tout cas, on ne trouve pas dans l'histoire un équivalent à ce Parlement européen. Et là encore, il n'y a pas aujourd'hui dans le monde un équivalent à ce Parlement européen, c'est-à-dire une assemblée représentative qui est désignée directement au suffrage universel par des peuples de plusieurs pays, 27 ou 28. Cette fois-ci, ce n'est pas une façon d'ironiser avec le problème du Brexit, c'est parce que si le Brexit n'a pas lieu avant quelques jours, eh bien les Britanniques vont voter aux élections européennes. C'est une obligation, et ce n'était pas prévu, donc ça posera des problèmes. Mais enfin, disons, retenons, sans aller dans ces complexités-là, en tout cas pas tout de suite, retenons que le Parlement européen est la première chambre démocratique dans l'histoire, et aujourd'hui encore la seule au monde, à être désignée par les peuples de plusieurs pays au suffrage universel. Et pourtant, c'est toujours pas un État. Et d'une certaine manière, quand on songe, quand on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour ordonner la globalisation, pour réguler ce processus de globalisation, comment on pourrait au fond le domestiquer, le contenir, le guider, éviter que l'on puisse faire n'importe quoi ou prendre des risques trop grands, eh bien, on a une sorte d'exemple avec l'Europe, qui est une démocratie transnationale, une démocratie qui associe plusieurs peuples, plusieurs nations, 27 ou 28 pour l'Union européenne. Je pense qu'on ne peut pas le mesurer quand on est sans effort intellectuel, quand on est de la génération ou des générations pour lesquelles c'est un fait qui existe, donc qui est naturel, mais c'est un événement tout à fait exceptionnel, c'est une construction tout à fait exceptionnelle, et qu'on soit pro-européen ou anti-européen ou eurosceptique ou euro-enthousiaste, il y a un élément qui ne fait pas de doute, c'est le caractère extraordinaire, exceptionnel de cette construction qui cherche à associer la souveraineté des États et une coopération entre ces mêmes États fondée sur la liberté, puisqu'on peut sortir de l'Union, on le voit avec le cas du Royaume-Uni, les difficultés à sortir, encore une fois, ne sont pas liées à l'Union, mais sont liées au Royaume-Uni, qui n'arrive pas encore à trouver la formule pour lui-même, pour négocier son accord de sortie, mais la décision a été prise clairement par les Britanniques en juin 2016 lors du référendum, et les Européens sont évidemment d'accord pour laisser partir les Britanniques. Donc ça n'est pas un empire. Dans l'histoire, vous avez peut-être rencontré cette figure de l'empire, des puissances qui ont la capacité à imposer leur volonté sur d'autres pays par la force, hein, force directe ou force indirecte, à travers différentes voies qui conduisent à ce qu'on appelle l'impérialisme. Là, il ne s'agit que d'adhésion libre. Et d'ailleurs, l'Europe est tellement originale dans sa construction, elle est tellement singulière qu'il y a, vous le savez sans doute aussi, de nombreux pays qui sont candidats à l'adhésion. De nombreux pays qui souhaitent rejoindre l'Union européenne, et c'est l'Europe qui dit plutôt « non, vous n'êtes pas prêts ». Et on n'a jamais vu un empire sur candidature, si vous voulez. Ça ne va pas avec le concept d'empire. On n'a pas non plus vu un empire refuser des adhésions, si je puis dire. Donc c'est une entité très singulière, très originale, et qui sans doute, quel que soit son futur, même si l'Europe disparaît dans l'année ou les années qui viennent, ça restera dans l'histoire, mais en tout cas j'en prends les paris, comme une construction extraordinairement sophistiquée, visant à concilier la liberté des peuples,
la limitation du pouvoir, peut-être que j'y reviendrai, et la capacité à agir dans le monde. Donc ça, c'est un peu la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, cette réalisation, cette Union européenne, construction unique, à propos de laquelle parfois on ironise. Hein, il y avait des mots assez cruels pour l'Europe. On disait que Kissinger disait lui-même, hein, l'ancien grand diplomate américain, théoricien aussi, pas qu'un diplomate, un grand esprit, on se moquait un peu de l'Union européenne avec la question suivante, quel est son numéro de téléphone? Au fond, à qui dois-je passer un coup de fil pour savoir ce que veut l'Europe? Et au fond, c'est désigné comme étant une faiblesse de l'Europe. Peut-être que c'est une force de l'Europe. Peut-être que sa force, c'est précisément d'avoir inventé un système politique où il n'y a pas ce type de leadership, où les décisions se prennent par discussion, par compromis, par consensus, par coopération, et se prennent de telle sorte que personne n'est jamais humilié ni écrasé, et personne n'a besoin de renoncer à sa liberté pour participer à la décision. Je crois que c'est vraiment la philosophie qui inspire l'Union européenne, et c'est même, en tout cas moi je réagis comme ça très personnellement, ça me paraît même très injuste d'en faire un motif de critique, ou même parfois, c'est typiquement une pensée française, que moi je n'ai pas, mais c'est une pensée française que d'imaginer un président de l'Europe, si nous avions un président européen, élu au suffrage universel, c'est-à-dire reproduisant un modèle en fait qui est le nôtre, à l'échelle d'un continent qui, précisément, probablement ne veut pas ce type de figure de l'autorité, préfère des autorités plus collégiales, plus délibératives. Donc c'est un modèle très sophistiqué, et qui a, c'est pour ça que je voulais insister pour commencer beaucoup sur ces éléments d'attachement à la liberté, à la coopération, à la collégialité, au consensus. Vous savez qu'en Europe, très largement aujourd'hui, et ça aussi on s'en moque, on décide principalement à l'unanimité. Vous savez, les grandes décisions sont à l'unanimité. Il faut que tout le monde soit d'accord pour qu'on puisse avancer d'un pas. Si vous réfléchissez en termes d'efficacité, vous allez dire, mais ça n'est pas efficace, ça ne peut pas être efficace. Et donc c'est un motif de critique. Mais si on réfléchit en termes de liberté, en termes de respect des parties prenantes, de tous ceux qui font le groupe, alors ça devient une réponse particulièrement exigeante. Et ces efforts qui sont faits, en permanence à l'échelle de l'Europe, sont le résultat d'une partie de ses origines. Je vais aller assez vite sur ce point-là, mais je veux quand même vous en dire deux mots sur les origines de l'Europe, de l'Union européenne, ici 100 ans. Il y a, de mon point de vue, il y a deux strates historiques au moins qui expliquent l'Union européenne. Généralement, nous insistons sur une et nous oublions presque entièrement l'autre. Celle sur laquelle nous insistons, et avec raison, c'est la strate la plus récente, que l'on peut faire remonter, disons, en 1914. Ça commence un peu avant, mais tout commence un peu avant de toute façon, systématiquement, quand on s'intéresse à l'histoire. 1914, vous savez ça très bien, hein, partie du savoir acquis. Première guerre mondiale, la plus violente dans l'histoire connue de l'humanité, plus de 20 millions de victimes, les régimes autoritaires, totalitaires qui se mettent en place, dans le mouvement de cette guerre atroce, un entre-deux-guerres d'une brièveté incroyable, 20 ans seulement. Vous sortez de guerre survivant ou éclopé à 18 ans, vous y retournez à 38 ans. 38 ans pour vous, ça fait dans longtemps, mais c'est vraiment très court. 20 ans, c'est vraiment très court. Et une deuxième guerre mondiale, plus terrible que la première, et qui a se caractérisé par la persécution des civils, le massacre de beaucoup de populations civiles comme objectif, notamment Guernica, qui est un point de départ, et puis la persécution des Juifs, etc. Donc, un grand drame humain, universel, évidemment. Et dès avant 1914, il y a des diplomates, il y a des
journalistes, on dirait aujourd'hui des intellectuels, bon, vous ne les appelez pas comme ça à ce moment-là, mais peu importe. Il y a des politiques aussi, quelques-uns, il y a des militaires aussi, qui mettent en garde les Européens et qui disent, si nous ne fabriquons pas, si nous ne faisons pas une fédération, parce qu'on ne sait pas très bien comment appeler cela, on parle de fédération, eh bien nous irons vers des catastrophes définitives. Ils ont eu raison, ils n'ont pas été écoutés, et après 1918, on se dépêche de construire quelque chose qui ressemble à une fédération européenne. On essaye. C'est compliqué, il y a beaucoup d'opposition, je ne vais pas rentrer dans les détails évidemment, mais il y a une éclaircie, un rapprochement, même si on ne va pas l'idéaliser, parce que la politique est toujours assez triste dans la manière dont elle se fait, même si on ne va pas l'idéaliser, il y a quand même un magnifique rapprochement franco-allemand en 1926, dont peut-être que vous avez entendu parler, entre Gustav Stresemann et Aristide Briand, qui tous les deux ont le prix Nobel de la paix d'ailleurs, qui est la première fois que le prix Nobel de la paix a été attribué à l'idée européenne, parce que c'est à ce moment-là que ça se fait. Je veux dire, on reconnaît l'effort franco-allemand pour bâtir une paix européenne. Il y a pour la première fois dans l'histoire un chef de gouvernement en exercice, Édouard Herriot, qui parle d'États-Unis d'Europe. La formule existe depuis longtemps, Victor Hugo l'utilisait lui-même, mais là c'est la première fois qu'il y a un chef de gouvernement, on dirait aujourd'hui un Premier ministre, qui parle ès-qualité de la nécessité de construire les États-Unis d'Europe. Nous sommes en 24, 25, 26, vous voyez, milieu des années 20, et Aristide Briand va développer un projet dit des États-Unis d'Europe qu'il va défendre devant la Société des Nations. Ce projet rencontre des obstacles, des résistances, mais ce n'est pas ça qui le fait tomber. Ce qui le fait tomber, c'est que ce projet est présenté en 1929-1930, c'est-à-dire au moment où la crise économique fait basculer l'Europe et puis le monde dans la deuxième grande guerre, en fait, hein, puisque ça va commencer assez vite à partir de ce moment-là, à partir des années 30. Et donc, c'est un échec. Il n'y aura pas d'États-Unis d'Europe. L'Europe ne sera pas une réalité capable d'empêcher la guerre et les tyrannies entre les deux guerres, vous le savez bien, sinon la Seconde Guerre n'aurait pas eu lieu. La Seconde Guerre est une sorte de terrible berceau, c'est-à-dire étrange, parce que c'est une espèce de tombeau berceau à la fois de l'Europe. C'est un moment très dramatique, évidemment, vous le savez bien. Et une bonne partie des idées européennes d'aujourd'hui se refondent dans la résistance, dans l'opposition, non seulement à la guerre, mais aussi à la tyrannie, et aux formes de tyrannie qui dominent l'époque. Et c'est pourquoi il est impossible de dissocier le projet, l'idée d'Union européenne, d'un projet politique fondé sur la liberté, contre la tyrannie. L'idée européenne, c'est une idée de limitation du pouvoir dont on sait d'une expérience cruelle qu'il peut être tyrannique. Et ce que l'on veut bâtir pendant la résistance, ce que les résistants écrivent dans le maquis, dans leur cachette, dans leur refuge, hein, ce qu'ils écrivent, il y a des textes magnifiques qui sont écrits, notamment le manifeste de Vingtoten. Ce qu'ils écrivent, ce sont des textes absolument superbes sur la nécessité de construire l'Europe pour mettre fin aux tyrannies, protéger les peuples contre les tyrannies. Et bien sûr aussi pacifier le continent, mettre fin à ces guerres qui le déciment de manière aussi fréquente, en 20 ans seulement. Et puis, il y a un troisième motif qui va se mêler aux deux précédents. Le premier, c'est éviter la guerre. Le deuxième, c'est empêcher les tyrannies. Le troisième motif, c'est donner aux Européens l'accès à la prospérité matérielle, au confort matériel, au bonheur matériel, créer les conditions d'une vie matérielle digne de ce qu'exige l'humanité si l'on veut déployer ce mot complètement. Pas simplement survivre, mais vivre heureusement, vivre dans de bonnes conditions pour parvenir ensuite à
penser et à sa liberté et à agir librement. Et c'est ainsi que le projet d'Europe est aussi un projet de solidarité, d'État-providence. Voilà, pour la France, c'est la sécurité sociale, pour l'Allemagne, c'est le Welfahrstaat qui va se développer, le Welfare State pour les Britanniques, enfin, l'État-providence de manière générale, qui est un élément clé de cette politique de pacification et de lutte contre les tyrannies. Il y a trois éléments ici qui se sont mêlés: pacification, démocratisation et confort matériel, prospérité, pourrait-on dire, et que l'Europe s'est engagée à réaliser en 1945. Et je voudrais juste attirer votre attention sur ce point qui est que nous sommes les héritiers. C'est comme ça, on n'est ni fiers ni malheureux, on n'a pas agi, on n'était pas là. Nous sommes les héritiers d'efforts qui ont été faits en 1940, 1945, toute la période de la guerre, d'efforts qui ont été faits, malgré les circonstances, pour élaborer le système existant aujourd'hui. Et le système existant aujourd'hui a entièrement accompli le programme de ses fondateurs. C'est-à-dire que l'Europe, depuis 1945, a été pacifiée, elle est devenue le continent de la liberté, et elle est devenue le continent de la prospérité. Même si nous avons des problèmes matériels, souvent ils sont soulignés parfois de manière très spectaculaire, ce ne sont pas les problèmes matériels qu'avaient nos anciens, qu'avaient nos aïeux, qui étaient d'une gravité bien plus grande, tout à fait considérable. Et il se trouve que sur la pacification, la démocratisation et la prospérité, l'Europe a entièrement rempli son programme. Ce qui est assez rare pour être souligné dans l'ordre de l'action politique. Un programme aussi ambitieux, entièrement réalisé, c'est quelque chose qui, je pense, ne se reproduira pas de sitôt et n'avait pas eu lieu depuis très longtemps. Ça, c'est la strate la plus récente qui explique l'Europe. Alors moi, j'ai une petite insatisfaction à l'égard de cette explication, cependant, que je vous livre en quelques mots. Il y a une strate, à mon avis, qui est plus ancienne, non pas qui explique mieux, mais qui explique aussi, qui est une strate antérieure même à l'idée de nation. Et l'idée de nation est relativement récente. On va dire que c'est, en tant qu'idée, c'est le XVIIIe siècle. En tant que phénomène politique, c'est plutôt le XIXe siècle. Donc c'est récent. Avant même l'idée de nation, il y a une réflexion abondante dans le monde de la philosophie, dans les milieux religieux aussi, dans le monde politique. Il y a une réflexion importante chez les Européens sur l'idée d'une fédération européenne. Avant l'apparition des nations, qui est récente, avant l'apparition du nationalisme. Je dis cela parce que si vous me permettez cette argumentation, je ne serai pas plus loin là-dessus, mais c'est un point important, en tout cas à mes yeux, pour réfléchir à ce qui nous arrive. Vous avez deux interprétations de l'Europe. Vous avez une interprétation consistant à dire que nous sommes unis dans l'Union européenne parce que sinon nous nous faisons la guerre. C'est l'interprétation qui domine. Nous sommes ensemble pour ne pas nous entretuer. C'est une définition que je ne trouve pas fausse, historiquement parlant, mais que je trouve négative et insuffisante. Si nous sommes ensemble que pour éviter de nous entretuer, c'est une drôle de communauté que nous formons. Et ça, c'est une interprétation qui découle de l'analyse historique qui en reste à la strate la plus récente. La strate la plus récente, que j'ai rappelée, par sa violence, par son caractère inouï, abominable, a déterminé, a contraint les Européens, je ne sais pas si on peut dire ça, les a en tout cas convaincus de créer, là, maintenant, au moment de la libération, quelque chose qui ressemble à une Union européenne. Mais la strate antérieure, la plus ancienne, déjà réfléchit sur l'idée européenne, déjà s'interroge sur la manière de faire une sorte de fédération. Et il y a, au XVIe siècle, il y a un souverain, le roi Georges de Bohême, que moi j'aime beaucoup, qui a rédigé
un incroyable projet de constitution européenne qu'il est allé défendre dans les différentes cours d'Europe. Vous connaissez la fin, il a échoué, vous se saurez s'il avait réussi. Mais Georges de Bohème a imaginé un texte, peut-être vous pourriez essayer de le lire, je vous enverrai le texte, je pourrais vous l'envoyer, peut-être ça peut vous intéresser de regarder, qui est tout à fait spectaculaire, puisque c'est un texte, donc avant l'apparition des nations. Il y a des royaumes, mais pas encore des nations. C'est un texte qui pressent que si on laisse ce processus de fragmentation se poursuivre, ce processus qui est la conséquence du déclin de l'Empire chrétien. L'Empire chrétien, les royaumes. Si on laisse ce processus de fragmentation s'accomplir, il conduira les Européens à s'entretuer. Et la réponse de Georges de Bohème est de dire il nous faut donc créer une fédération européenne avec une monnaie commune, avec une armée européenne, avec un droit européen. C'est tout à fait spectaculaire ce qu'il écrit, c'est vraiment saisissant. Hein. Et à la question, il a une invention géniale, peut-être impraticable, j'en sais rien, mais à la question, mais quelle serait la capitale de cette Europe nouvelle? Quelle est la réponse qu'il a imaginée? Moi, je vous pose la question. Comment? Comment? Rotterdam? Allez-y. Quelle est la réponse qu'il a imaginée à la question quelle sera la capitale de cette Europe? Bruxelles? Autre chose? C'est bon? On va arrêter, hein? On va arrêter avec le nom des villes, parce qu'en fait, ce qu'il proposait, c'est une capitale itinérante. Et donc, il a cette idée extraordinaire de résoudre le problème en n'assignant pas à un lieu particulier, durable, la capitale de cette Europe, parce qu'évidemment, ça pourrait créer à la fois des tensions avec les États, les royaumes, qui ne seraient pas les détenteurs de cette capitale, et puis cette idée européenne originale d'avoir une capitale itinérante. Le seul qui, à mon avis, a été ensuite l'opérateur d'une capitale itinérante, c'est arrivé bien plus tard, Abdelkader, avec Nasrallah, qui était littéralement une capitale nomade, hein, qui circulait, qui se déplaçait avec lui. C'est les deux exemples que moi je connais en tout cas.